Nous sommes en l'an 658. Hubert de Liège, fils de Bertrand, duc d'Aquitaine, est aussi l'arrière-petit-fils de Clovis. Il devient un seigneur célèbre par son intelligence, sa richesse et sa grande bonté. Il épouse Floribal, la fille du roi Dagobert, en 682. On le dit apparenté à Charles Martel. Il est vrai qu'il passe beaucoup de jours en Ardennes chez son parent Pépin Herstal, comme lui, puissant seigneur. Chaque jour, il part à la chasse et parcourt la forêt qui est peuplée de sangliers, de cerfs, d'ours et de loups, et ne rentre à son château qu'à la nuit. Un jour d'hiver, Hubert part à cheval pour la chasse dès les premières lueurs de l'aurore. C'est le jour de la fête de la nativité de notre Seigneur. Le givre est épandu sur les arbres, quelques flocons de neige tombent, et comme il commence à chasser, un cerf d'Icor entièrement blanc, d'une taille extraordinaire, bondit d'un fourré et s'élance devant lui, l'entraînant dans les profondeurs de la forêt. Soudain le cerf s'arrête net et se retourne. Dans une vision, Hubert voit entre les bois du cerf l'image d'un crucifix lumineux et il entend une voix qui lui dit « Hubert, jusqu'à quand poursuivras-tu les bêtes dans les forêts au lieu de penser au salut de ton âme ?» Hubert, saisi d'effroi, se jette à terre et comme saint Paul, il interroge la vision. « Que dois-je faire ?» La voix lui dit « Va, convertis-toi et fortifie mon église. » Hubert tient parole. Il se rend auprès de Lambert, son évêque, implore sa protection et l'assure qu'il veut consacrer le reste de sa vie à Dieu. L'évêque lui donne sa bénédiction et le met sur la voie du salut. Dès lors, sur les conseils de Lambert, évêque de Maastricht, une vie monastique exemplaire s'engage.
à représenter pour les hommes un moyen de se nourrir et de se vêtir, ainsi qu'une façon de protéger les récoltes et le bétail contre les prédateurs. Mais à côté de cette fonction utilitaire, la chasse au Moyen-Âge est riche de signification. Elle reflète les structures et les modes de pensée de la société médiévale. La chasse à pied ou à cheval permet aux hommes de se maintenir en forme et constitue un entraînement au combat. Elle est considérée comme une préparation à l'art de la guerre. On y apprend à s'endurcir, à lutter et à se familiariser avec le danger en ces temps de guerre permanents où chacun est susceptible d'être amené à se battre. Dès la domestication du cheval, l'homme s'est aidé de cet animal pour chasser les animaux rapides. Tout au long du Moyen-Âge, la chasse reste une véritable passion pour la noblesse. Elle est l'une des occupations favorites des seigneurs. La chasse à courre est destinée à chasser les animaux rapides. Il s'agit d'une thématique très répandue dans l'art médiéval, car c'est la distraction la plus noble qui soit. C'est aussi une marque de puissance qui met en scène un seigneur courageux et roi de guerre. Il affirme ainsi son ascendant protecteur sur la ville et les habitants de sa vicomté. À l'origine, on distingue la grande et la petite vénerie selon la nature des animaux chassés. Les animaux de petite vénerie étant le chevreuil, le lièvre, le blaireau, et les animaux de grande vénerie, le cerf, le daim, le sanglier. Quoi qu'il en soit, grande ou petite, la vénerie est spécifiquement française. Dans toutes les époques et dans tous les terroirs, elle passionne les vicissitudes de l'histoire. L'art de la vénerie, car il s'agit d'un art, reste identique à lui-même, et ce, depuis François Ier, justement appelé le père des veneurs. Au XVIe siècle, sous le règne de François Ier, la vénerie est l'art de prendre un animal avec la seule aide des chiens et des chevaux qui doivent être dressés, élevés, sélectionnés, conduits sans les gêner et les aider si possible.
La vénerie est le terme qui désigne tout ce qui concerne la chasse à courre. Équipage, meute, chevaux et fanfares sont de la vénerie. Le veneur est choisi jeune, vers 7 ans. Un bon veneur doit savoir chasser, faire rentrer ses chiens sous bois. Il porte une tenue de cuir pour se protéger des épines et des ronces. Verte pour le cerf, grise pour le sanglier. Trompe pendue au cou, épée pendant à gauche et couteau à dépecer à droite. Un équipage n'aurait aucune réussite si ses chiens n'étaient pas habitués à chasser exclusivement sur un animal donné. Cerf, daim, chevreuil, sanglier, ou s'ils chassaient plusieurs animaux au cours d'une même chasse, et encore moins s'ils ne chassaient pas en meute. Cette soumission aux ordres des chiens résulte autant de leurs origines que du dressage effectué par l'homme quotidiennement au chenil et régulièrement à la chasse. Au sein d'une meute composée de 20 à 100 chiens, les soins apportés à ces derniers vont bien au-delà de la nourriture. Il s'agit de vivre quotidiennement au milieu d'eux et de créer une réelle intimité, voire une complicité entre le veneur et ses chiens. L'action de chasse est accompagnée de sonneries de trompe qui permettent aux veneurs de communiquer entre eux et avec les chiens. Les veneurs sonnent des fanfares pour créer les péripéties de la chasse dont ils sont témoins. Ainsi, le bien-aller indique que les chiens chassent, le débouché que la meute est en plaine et se dirige vers un autre massif forestier, le ballot que l'animal de chasse est dans un étang, la vue que l'animal de chasse est vu par le sonneur. Au cours de la curée, cérémonie destinée à rendre hommage à l'animal de chasse et à récompenser les chiens, on sonne à nouveau les fanfares. La trompe à corde en ré, c'est un instrument naturel, c'est-à-dire sans touche ni piston. Elle a une longueur développée de 4,545 m et est enroulée d'un tour et demi. C'est le modèle dit Dampierre.
de chasse est aussi l'occasion de montrer la richesse et la puissance d'un seigneur. Ils servent à renforcer les liens de solidarité et de confiance. La nourriture et les boissons sont très abondantes. Ils durent plusieurs jours et pour certains jusqu'à une semaine. Bien sûr, on ne fait pas que manger et boire pendant tout ce temps. Les repas sont entrecoupés de parties de chasse pour se dégourdir. Les convives se lavent les mains avant de s'installer à une table toujours garnie d'une nappe de couleur blanche, car elle symbolise la lumière divine, l'innocence et la pureté. Sur celle-ci est placée la longuière, longue et étroite, en bordure de table, qui permet de s'essuyer les mains et la bouche. La table est dressée pour les repas, avec une planche et des tréteaux. Les convives mangent avec les doigts, mais avec les 3 premiers doigts de la main droite seulement. Seuls les plus riches possèdent leur couteau, leur cuillère et leur hanap. Les convives se servent selon leur désir. Les viandes sont alors déposées sur ce que l'on appelle un tranchoir, tranche de pain. Le repas, une fois terminé, celui-ci est mangé ou jeté aux serviteurs ou aux animaux. Le début du repas est annoncé par une sonnerie de trompe, le cornello, qui signale le moment de se laver les mains. Entre chaque service d'un mets est présenté un entremets simple culinaire, comme une tête de sanglier recouverte de gelée verte, surmontée d'un drapeau ou d'un blason. Villeneuve-sur-Yonne, terre de vénerie pour ces 2 jours, espère vous transporter dans cet univers médiéval où la chasse est reine.
Le spectacle auquel vous venez d'assister est une création Ruggieri. Sonorisation et éclairage Aladdin. Nous vous souhaitons une agréable fin de soirée.